L'analyse du comportement des internautes sur Facebook a-t-elle fait gagner le Brexit en Grande-Bretagne et Donald Trump aux États-Unis? Les algorithmes sont-ils une menace pour la démocratie? Réponse dans un instant avec les invités du Grand Angle. Deux invités, Olivier Itéano et Fabrice Eppelboin. Merci d'être avec nous tous les deux. Alors Olivier Itéano, vous êtes avocat, spécialiste du droit sur Internet. Vous êtes de ceux qui pensent que le digital défie l'état de droit, pour reprendre le titre de votre dernier livre paru en 2016. Et puis Fabrice Eppelboin, vous êtes un spécialiste du numérique, des médias en ligne, enseignant à Sciences Po, entrepreneur aussi, créateur de sites, de blogs, un start-upper comme on dit aujourd'hui. Alors une question à tous les deux pour commencer. Est-ce qu'on peut gagner une élection aujourd'hui grâce à l'analyse de nos habitudes, de nos données, notamment sur Facebook? Je pense que le Brexit et l'élection de Donald Trump ont donné la réponse à cela. La réponse est oui, absolument. On peut gagner l'élection en réinventant, en quelque sorte, un appareil de propagande moderne qui fait la suite de l'appareil de propagande qu'on connaît aujourd'hui, qui sont l'ensemble des médias, et en l'affinant de façon à pouvoir cibler individuellement avec des messages individualisés, là où l'ancien appareil de propagande consistait à marteler un seul message à la population la plus vaste possible. Alors, Fabrice Eppelboin parle de propagande. C'est une forme de propagande moderne? Disons que, je dirais, rien de neuf sous le soleil. Du temps où on était en presse papier, en radio et en télévision, en chaîne de télé, en nombre limité, les canaux étaient effectivement... Mais aujourd'hui, on est aussi, d'une certaine manière, en canaux limités. Ça s'appelle Facebook, ça s'appelle Google, pour l'essentiel. Donc, il y a des risques, effectivement, de manipulation dès l'instant. Nous avons été, par exemple, en France, une des premières démocraties à la fin 19e, même un peu plus tard, où on a été extrêmement attentif à ce que la liberté de la presse, elle s'exprime également dans le pluralisme et ce pluralisme-là, il est en train de s'effondrer devant nous. On a quelques acteurs et donc, moi je rejoins de ce point de vue-là Fabrice, effectivement, il y a un risque de manipulation. Quelques acteurs et puis cette méthode, expliquez-nous comment ça fonctionne, cette méthode d'analyse de nos likes sur Facebook, comment ça fonctionne en fait? Alors on a toujours, depuis l'apparition d'Internet, cherché à cibler, la plupart du temps à des fins publicitaires, les internautes en leur adressant un message personnalisé. Là, on est passé au ciblage politique, c'est-à-dire que cette nouvelle méthode de ciblage inventée par Cambridge Analytica permet de déterminer la psychologie des individus à partir de leur profil Facebook. Et à partir de leur psychologie, on va leur adresser quelque chose qui est de l'ordre de la propagande et qui est parfaitement ciblé. Ce qui veut dire qu'il y a une société, vous avez cité Cambridge Analytica, c'est en Grande-Bretagne, qui est capable, qui a le droit de voir ce que chacun de nous, comment chacun de nous utilise son... C'est interdit en France, c'est légal. La France a peu de champs d'action, comme vous le direz bien mieux que moi, Olivier. Tout ça dépend d'un tribunal californien. Mais non. C'est plus difficile à faire aujourd'hui parce que Facebook, après le Brexit et l'élection de Trump, a pris des mesures, typiquement en interdisant le sponsoring d'articles politiques. Mais il y aura toujours moyen de contourner les limites imposées par Facebook ou de mettre Facebook dans la danse. Je vous rappelle que Mark Zuckerberg est quand même en train de faire un tour des États-Unis dans le but de se faire élire président à la prochaine législature. En France, c'est autorisé de faire cette espèce de repérage, j'allais dire, privé, en fait, de données privées? Sans notre consentement, la réponse est non. Elle est non où? Parce que géographiquement, c'est bien localisé, c'est la France, c'est l'Union européenne, c'est une dizaine d'États dans le monde qui ont des réglementations à peu près identiques. Et puis, il y a des grands absents sur cette question, en particulier les États-Unis. Il faut le savoir. Ils n'ont pas de réglementation véritablement dans ce domaine. Ils en ont une sur le droit de la consommation, sur le droit de la concurrence, mais pas sur la manipulation des données à caractère personnel. Et on est dans ce champ-là. Donc aux États-Unis, on peut dresser une sorte de carte psychologique de chaque internaute. Et en Angleterre, oui, tout à fait. C'est ce qui est en train d'être fait et c'est redoutablement efficace. Et au départ de ça, c'est vendu à des partis politiques, à des candidats aux élections qui peuvent alors cibler leur communication politique. Alors pour l'instant, le schéma, c'est que c'est vendu à des entreprises qui sont, elles, au service des partis politiques. Et c'est les entreprises, Aggregate IQ et Cambridge Analytica, avec vraisemblablement au milieu d'autres entreprises beaucoup plus grosses comme Google et Palantir, qui ensemble, arrivent à réinventer réellement un nouveau type d'appareil de propagande. Et on peut mesurer l'impact que ça a sur les lecteurs,
Est-ce que ça fait gagner des voix? Est-ce que ça peut donner la victoire? Par exemple, est-ce que le Brexit, par exemple, a gagné grâce à ces méthodes de communication politique? Il n'y a pas de réponse définitive à ça. Il aurait fallu faire 2 fois l'expérience avec ou sans. Évidemment, c'est pas possible. Mais force est de constater que le Brexit, contrairement à tous les pronostics, a gagné. Trump, contrairement à tous les pronostics, a gagné. Et tous les pronostics se sont basés sur une vision du monde qui date du XXe siècle et dans lequel les médias sociaux, l'Internet en général, avaient une place soit mineure, soit juste petit plus qui va rendre plus efficace une campagne électorale. Ce qui est d'ailleurs la façon traditionnelle dont on utilise les technologies, que ce soit Hillary Clinton, Barack Obama ou Emmanuel Macron, ont utilisé les technologies pour rendre plus efficace une méthode assez traditionnelle de faire campagne. Ouais. Le Brexit et Donald Trump ont complètement réinventé la façon de faire campagne. Ça n'avait absolument plus rien à voir avec les méthodes traditionnelles. Ce dont on parle en ce moment, c'est ce qu'on appelle le big data, c'est l'analyse des big data. Oui, ça fait partie du big data, oui. C'est une des applications. On va dire que le marketing, le commercial, la publicité sont aussi dans le big data. Quand on dit le big data, en fait, c'est toutes ces données informatiques qu'on possède, qui sont donc répertoriées sur les gens, donc sur les électeurs, et qui sont stockées quelque part, et qui peuvent servir. Oui. Et qui sont nos données traditionnelles, mais administratives, j'ai envie de dire, mais également toutes les traces que nous laissons et qui sont associées à notre profil. Ouais. Car lorsque nous naviguons sur les réseaux numériques, nous laissons des traces, nous laissons beaucoup de traces. Et ces traces-là, elles donnent des informations sur les sites ou les lieux qu'on va visiter, la façon dont on les visite, le temps qu'on leur donne. Tout ça, c'est le big data. Tout ça, c'est effectivement le big data. Et pour vous, pour le juriste que vous êtes, c'est une menace pour la démocratie. La démocratie est déjà menacée par cette manipulation du big data? Moi, je dirais que c'est un enjeu très fort. C'est un enjeu très fort parce qu'effectivement, il y a des risques de manipulation exceptionnels. Mais j'y vois, moi, un symptôme dont la cause est qu'un certain nombre de grandes entreprises du digital se soustraient à des réglementations comme la réglementation de l'Union européenne en se localisant dans des pays. Certains sont bien connus et certains États de ces pays sont bien connus, comme l'État de la Californie, qui ne connaissent pas de restrictions à ça. Et comme eux ont des appétits, parce que l'idée n'est pas forcément la domination du monde, mais l'idée du big data, c'est aussi d'avoir une liberté totale, c'est-à-dire un marché total. La loi européenne ne les intéresse pas, probablement la loi américaine non plus quand elle existe. Ces grandes entreprises ont une logique capitaliste qui est totalement légal en tant que tel, mais cet appétit-là, habituellement, il est régulé par des lois. Et force est de constater que beaucoup de ces entreprises sont localisées dans des endroits où les lois ne les limitent pas. C'est ça le problème. Ce qui veut dire que les lois nationales ne s'appliquent pas, quand il y en a, ne s'applique pas à des grands groupes comme Google. Oui, c'est-à-dire que les problèmes d'évasion fiscale, comme de données, de big data que vous venez d'évoquer, mais on pourrait parler de vie privée, on pourrait parler de liberté également, sont des symptômes d'une cause qui est que ces entreprises-là se soustraient à toute régulation. Alors Fabrice Epelboin, c'est menace pour la démocratie? Je crois qu'il faut aussi être honnête et faire un constat froid sur l'état de notre société à l'heure actuelle. Une démocratie, le principe de base, c'est 3 pouvoirs, indépendants et séparés, exécutif, législatif, parlementaire, et des médias libres et indépendants. On n'a rien de tout ça. On n'a absolument rien de tout ça. Donc parler de notre système comme une démocratie est déjà un abus de langage. C'est clair que toutes ces technologies qui vraiment réinventent l'appareil de propagande, qui jusqu'ici avaient accompagné depuis le début du XXe siècle les démocraties, c'est terminé, c'est fini. On est dans un système... Alors, Big Brother n'est pas forcément le bon terme parce qu'il y a de très grosses différences entre Orwell et la réalité actuelle, mais on est dans un tel déséquilibre entre un exécutif qui a quasiment tous les pouvoirs et qui a cette capacité à surveiller tout le monde et le reste des différents pouvoirs qui sont dans la société, ne serait-ce que ceux de la presse, qui fait qu'on ne peut pas qualifier notre système actuel. La presse peut essayer de jouer son rôle, les parlements peuvent aussi essayer de jouer leur rôle. Il y a 2 médias indépendants en France qui sont le Canard enchaîné et Mediapart. C'est pas suffisant pour assurer le rôle qui doit être celui de la presse dans une démocratie. L'avocat est aussi pessimiste. Là j'ai une petite divergence de vue avec Fabrice Epelboin, c'est que je ne crois pas que ce soit la fin d'une démocratie. Moi, je viens d'une famille qui est née dans la Roumanie fasciste pro-nazi, qui ensuite a vécu sous Staline, sous le régime communiste stalinien, et mon
père m'a toujours dit, voilà la démocratie, voilà ce que c'est la démocratie, c'est pouvoir dormir tranquillement le soir. Ça pourrait encore aller plus mal. Non, il y a des dangers. Là où je rejoins, c'est qu'il y a des dangers, il y a des risques. Mais je ne crois pas qu'on ne soit plus en démocratie. On peut encore s'exprimer librement. C'est un peu cause toujours. Hein. C'est ce que disait, je crois, Winston Churchill. Ouais. Mais on est encore dans ça. Maintenant, il y a des dangers, il y a des risques. Ouais. Et effectivement, là, il faut être vigilant par rapport à ces dangers. Et le pluralisme est une condition de la démocratie, c'est sûr. Ouais. C'est fascinant parce que j'ai beaucoup de points communs avec Olivier, notamment nos grands-parents sont nés à une centaine de kilomètres de distance dans la même zone et ont connu et le fascisme et le communisme qui n'ont pas été des expériences les plus démocratiques. C'est sûr que par rapport à ça, on n'a vraiment pas à se plaindre. Après, c'est vraiment à quel niveau d'exigence et quels sont les marqueurs qui font que vous vous considérez ou non en démocratie. Si c'est la liberté d'expression, ça va encore. Il ne faut pas trop pousser, mais ça va encore. Si c'est la séparation des pouvoirs, c'est terminé. Ouais. Donc, libre à chacun de trouver ses marqueurs et de trouver la ligne jaune à partir duquel il se considère plus en démocratie. Le big data dont on a parlé tout à l'heure, on a dit que ça concernait notamment les élections, les électeurs. Ça concerne aussi d'autres secteurs de la société. Ça concerne absolument tous les secteurs. Par exemple, le big data permet d'aller vers des technologies qui vont prédire quelque chose. On a tous vu Minority Report. Évidemment, on n'est pas sur ce niveau de prédiction. C'est dans le domaine de la justice, par exemple. C'est dans le domaine de la justice. À partir du moment où vous allez pouvoir prédire le comportement d'une population, la puissance qui a cette capacité de prédiction, forcément, a un pouvoir totalement disproportionné. Donc là encore, on déséquilibre complètement les choses. On peut parler d'autres technologies qui, pour le coup, sont françaises. Je pense à Spaliant. Spaliant, c'est une technologie qui sert essentiellement aux politiques, aux administrations locales, à la mairie, l'agrégation de communes, le département ou la région, et qui permet de faire du mapping ethnique. On peut en parler aussi dans les entreprises, pour les embauches de personnel, par exemple. On peut aussi utiliser le big data. On peut aussi utiliser c'est pas encore largement d'usage, mais ça va le devenir. Dans l'éducation, il y a plein de domaines où ça pourrait s'appliquer. Encore un mot pour le juriste. Est-ce que vous pensez que les lois doivent évoluer et est-ce que vous pensez que les parlementaires qu'on vient d'élire sont conscients des enjeux ? Alors, je vais donner une réponse facile. Probablement pas, parce que c'est malheureusement vrai. Mais je pense que la loi peut être le rempart. Oui, la loi, c'est l'intérêt général. La loi, c'est la force publique, la force de tous. Donc, je pense que la loi est le rempart qui doit nous permettre de cantonner les appétits, je reviens à ce terme, de très grandes entreprises qui ont des outils aujourd'hui très puissants. En 10 secondes, vraiment. J'attends de voir les nouveaux députés. Moi, j'ai des anciens élèves qui sont députés aujourd'hui et je sais qu'ils comprennent ce genre de choses et qu'ils ont été formés à ce genre de choses. Donc j'ai bon espoir qu'il y ait dans le renouvellement de l'Assemblée une source d'espoir. Merci beaucoup à tous les deux. Et d'autres informations d'ailleurs sur ce sujet passionnant, on l'a vu, je vous renvoie à notre site information.tv5monde.com avec un dossier signé donc sur ces sujets. Pascal Errard, merci beaucoup à tous les deux d'être venus en parler. On vous reverra sûrement parce que c'est un sujet dont on n'a pas fini de parler.